Vous suivez VHTV, c'est l'heure du journal à la une de l'actualité. Âgé de 57 ans, Christian Nsia est le nouveau Premier ministre de Madagascar, nommé par le président malgache. Ce haut fonctionnaire international a la charge de former dans un bref délai un gouvernement de consensus. Au Tchad, pour être dirigeant de parti politique, il faut être âgé de 30 ans minimum. C'est l'une des principales règles de la nouvelle charte que le pays vient d'adopter. Vous en saurez davantage dans ce journal. Et puis l'Assemblée nationale congolaise est en crise. Des députés ont prié par leur absence ce 2 juin à l'ouverture de la session parlementaire. Ils réclament le paiement de leurs indemnités. On l'a dit à la une, Madagascar a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Christian Nsia. Ce haut fonctionnaire international âgé de 57 ans, il a été nommé par le président malgache. Sa mission, former un gouvernement de consensus pour contribuer à l'apaisement de la tension du pays. La nomination du nouveau chef du gouvernement n'a pas tardé à Madagascar. Quelque temps après la démission d'Olivier Mahafali, le président Eri Rajaonariampianina a nommé le haut fonctionnaire Christian Nsia au poste de Premier ministre. L'un des premiers objectifs attendus sera la formation d'un gouvernement d'union nationale qui aura la charge notamment d'organiser l'élection présidentielle prévue en 2018. Dans les pays africains, les crises proviennent de gouvernance politique inégalitaire. Parfois, il y a des exclusions, il y a des laissés pour compte, il y a des brimades, il y a des violations qui se font sur la base du jeu institutionnel. Et c'est là que les crises deviennent structurelles et durables. Maintenant, si on oblige l'acteur politique à une certaine formule de gestion de l'État, à savoir donner la primauté au dialogue politique et à la concertation entre les acteurs politiques, je pense que c'est une voie, à mon avis, qui est porteuse d'espoir. Cela ne veut pas dire que tous les problèmes seront résolus du coup, mais c'est une piste qui me semble à ne pas négliger. La démission ce lundi 4 juin d'Olivier Mahafali était la suite logique de la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Cette dernière avait ordonné au président de la République de mettre fin aux fonctions du Premier ministre au plus tard le 5 juin. Finalement, c'est Olivier Mahafali qui a déposé sa démission 2 ans après son accession à la tête de la primature. Le juge constitutionnel est allé quelque peu au-delà de son rôle classique pour sauvegarder la stabilité et la paix générale dans le pays. Cette cour-là donc oblige l'autorité principale, à savoir le chef de l'État, à aller dans un certain sens, celui de l'unité nationale, celui de la concorde nationale, à travers le dialogue politique. Pour rappel, la Haute Cour constitutionnelle a ordonné la dissolution du gouvernement et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale à la suite d'une requête de 73 députés de l'opposition qui demandait la déchéance du président de la République. La contestation dure depuis plus d'1 mois à Madagascar après l'adoption de nouvelles lois électorales que l'opposition jugeait favorables au régime. La BAD, la Banque africaine de développement, vient d'octroyer un financement de 22,107 milliards de francs CFA à la République centrafricaine. Ce financement servira à réaliser sa composante du Central Africa Backbone, un projet de maillage de la sous-région d'Afrique centrale en fibre optique. L'accord de financement y afférent a été signé à Busan, en Corée du Sud, lors de la 53e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement qui s'est tenue du 21 au 25 mai 2018. Les 5 milliards de francs CFA issus du protocole d'accord de dons signé le 1er juin entre la Banque africaine de développement et le gouvernement centrafricain sont dédiés aux jeunes déscolarisés et désœuvrés de la ville de Bambari. Bien que le gouvernement fasse des efforts considérables, 67% de jeunes centrafricains sont déscolarisés et 56% d'entre eux sont touchés par le chômage, le marché de l'emploi étant étroit du fait de la crise sociopolitique actuelle. Aujourd'hui, un besoin de formation des jeunes s'impose. Les priorités doivent se situer sur 2 ordres. La première chose, c'est de faire des formations professionnalisantes à très courte durée avec des perspectives d'auto-emploi. Parce que, comme vous savez, le tissu économique de la RCA est embryonnaire et donc ne peut pas générer les emplois nécessaires pour embaucher les jeunes. Donc, il faut miser sur l'auto-emploi et pour cela, il faut faire des formations à très courte durée avec option d'auto-emploi.
Au sein des sites de Bogura et de Nzila, le gouvernement centrafricain conjugue des efforts avec la Banque africaine de développement pour former les jeunes centrafricains dans les filières dites porteuses, à savoir l'élevage et l'agriculture. Aujourd'hui, nous travaillons avec la BAD pour apporter des solutions à nos jeunes déscolarisés et désœuvrés dans les filières porteuses à travers les sites de Bogura et de Nzila. Dans moins d'un mois, la première promotion sera rendue opérationnelle et ces jeunes pourront subvenir à leurs besoins. Même si, ces dernières semaines, la ville de Bambari a été le théâtre des attaques des hommes armés qui a causé le déplacement des populations et de 9 organisations non gouvernementales, les autorités centrafricaines sont optimistes et annoncent que d'autres projets de réinsertion socio-économique des jeunes sont en cours. Le Tchad vient d'adopter une nouvelle charte pour réglementer la création des partis politiques. Cette charte propose en outre une représentation provinciale des partis politiques dans au moins 10 provinces dans un délai d'1 an. Et pour être dirigeant de parti politique, il faut être âgé d'au moins 30 ans. Au Tchad, le projet de la nouvelle charte des partis politiques adopté par le Conseil des ministres le 31 mai 2018 continue de susciter des débats au sein de la classe politique. Le projet d'ordonnance impose une représentation provinciale des partis politiques dans au moins 10 provinces dans un délai d'1 an et autorise la dissolution par le ministre en charge de l'administration du territoire de tout parti n'ayant pas pris part aux 2 élections générales consécutives. L'opposition estime que ces dispositions sont anticonstitutionnelles et ne participent pas à l'éclosion de la démocratie au Tchad. Un parti politique, ni sa création ni sa dissolution ne peut être laissé à la discrétion d'un ministre, soit dit de l'administration du territoire ou de l'intérieur. Vouloir le faire ainsi, c'est tout simplement se lever un matin, dire que pour telle ou telle raison, tel n'a pas répondu aux critères, et tout simplement lui retirer l'autorisation de fonctionner ou le dissoudre. La bonne règle voulait que tout cela se passe du point de vue de la loi ou par la voie judiciaire, comme ça a été dit par le passé. L'autre nouveauté dans ce projet de nouvelle charte des partis politiques, c'est l'extension du délai de traitement des dossiers pour autorisation de fonctionnement à 6 mois au lieu de 45 jours. La charte établit par ailleurs l'âge de 30 ans comme minimum pour être dirigeant d'un parti politique. La majorité présidentielle estime que ces dispositions sont des garde-fous nécessaires pour la démocratie. Quant à la disposition qui autorise le ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'administration territoriale à dissoudre les partis, lorsqu'ils ne vont pas 2 fois successivement aux élections, ou lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions, notamment d'être dans les 10 régions. C'est une disposition d'ailleurs qui existait avant, dans l'ordonnance 15, dans les années 92. Ça a été seulement repris. Dans tous les cas, nous avons des voies de recours. Et si les partis ne sont pas satisfaits, ils peuvent, lorsqu'ils sont dissous, ou même avant, ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel, qui est maintenant sous la disposition de la Cour suprême, et la Cour suprême va statuer. Le projet de la nouvelle charte des partis politiques est adopté juste après la mise sur pied d'un cadre national de dialogue politique. Pour rappel, le Tchad compte plus de 200 partis politiques pour une population estimée à environ 12 millions d'habitants. Le Congo n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce mardi. À cette occasion, l'ONG Congo Vert a décidé d'associer les femmes à cette lutte. Certaines d'entre elles ont été sensibilisées sur l'importance de la protection de l'environnement. Eh bien, c'est une manière pour cette organisation non gouvernementale de donner à ces femmes les rudiments nécessaires pour la réduction de la pollution environnementale. La forêt, on parle de l'eau. La pollution plastique préoccupe l'ONG Congo Vert, convaincue que le combat ne pourra être gagné sans l'apport des femmes, d'où l'implication de ces dernières dans la célébration de la Journée mondiale de l'environnement ce mardi. L'ONG a profité de l'événement pour sensibiliser les femmes de Pointe-Noire sur l'importance de la protection de l'environnement. À travers cette formation, les responsables de cette ONG espèrent ainsi donner aux femmes locales les outils nécessaires pour la réduction de la pollution environnementale. Donc on a voulu en fait faire comprendre à ces femmes-là que c'est vrai, on peut les comprendre par rapport à la situation économique qu'elles peuvent vendre les yaourts, les bissapes, les jus dans ces sacs plastiques. Mais ces sacs plastiques ont une durée de vie de plus de 450 ans. Et aujourd'hui, oui, elles vendent, elles ont de quoi manger, mais elles ne préservent pas l'environnement de leurs enfants.
Les Congolais pensaient pourtant avoir résolu le problème de l'utilisation des sacs plastiques depuis l'entrée en vigueur du décret présidentiel de 2011 interdisant leur utilisation. Mais malgré un constat alarmant, le pays entend faire respecter cette loi et compte participer au projet de l'ONU pour la gestion des matières plastiques. Il y a le ministère des Affaires étrangères et les autres départements de l'État congolais qui sont à pied d'œuvre, qui apprêtent un rapport qu'ils vont transmettre sous peu au groupe de travail des Nations Unies pour apporter la contribution de notre État dans ce combat de lutte contre la pollution. L'élimination des sachets plastiques dans les habitudes de consommation est plus qu'une priorité pour les États africains, car selon l'ONU, si rien n'est fait d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Au Congo, le 2 juin dernier, 75% des députés de l'Assemblée nationale se sont absentés lors de l'ouverture de la session parlementaire. Ils revendiquent le paiement de leurs indemnités. Le président de l'Assemblée nationale en appelle à une réaction rapide du gouvernement. L'absentéisme observé à l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale s'est manifesté au Sénat également avec 75% de participation. N'ayant pas reçu leur fonds de descente parlementaire, certains membres du Parlement congolais ont décidé de marquer par cette défection leur mécontentement. Le non-paiement de leurs indemnités persiste pour la deuxième session consécutive depuis le début de la 14e législature. Le fait que les députés aujourd'hui, pratiquement le début de la législature, n'ont plus la possibilité d'aller rencontrer les mandants, de discuter avec leurs mandants, de rendre compte, ça pose un problème justement. À la fois de cette complicité qu'il doit y avoir entre les électeurs, nos populations, à l'intérieur du pays, et les députés. Et pour que, effectivement, les électeurs, les mandants suivent la vie du pays au plan économique, au plan social, au plan politique, il y a un déficit d'information. Décrite comme un acte d'incivisme, l'absence de ces parlementaires de l'hémicycle a suscité des récriminations du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. Dans son allocution prononcée lors de l'ouverture de la session parlementaire le 2 juin, il s'est tout de même voulu rassurant. Cette situation qui coupe les députés que nous sommes de nos mandants est lourde de conséquences. Nous avons eu à attirer l'attention du Premier ministre sur cette question afin de plaider notre cause auprès du président de la République. Pour cette session, le programme des activités des deux chambres du Parlement congolais prévoit le vote de deux principales lois. L'une d'elles porte sur l'approbation de la Convention d'exploitation minière relative au gisement de potasse de Kola et d'Ougou. Chaque mois, dans des communautés défavorisées du Cameroun, les jeunes filles abandonnent l'école par manque de moyens de se procurer des serviettes hygiéniques. Face à cela, une enseignante a pris l'initiative de fabriquer des serviettes hygiéniques bon marché. Chaque mois, de nombreuses jeunes filles abandonnent l'école dans des communautés défavorisées du Cameroun par manque de moyens pour s'acheter des serviettes hygiéniques. Feka Parchibel, une enseignante, a pris l'initiative de confectionner des serviettes hygiéniques bon marché pour pallier ce problème. C'est une enseignante, elle a appris à fabriquer ces serviettes lavables à l'aide des tissus provenant de partenaires. Les mères ne parlent pas de ces choses avec leurs enfants. Personne ne m'en a parlé lorsque j'avais leur âge. Quand c'est arrivé, ils m'ont juste dit « D'accord, ben vous êtes une femme ». Et ils m'ont donné un paquet de serviettes. Alors, lorsque ma provision s'achevait, j'utilisais d'autres choses. Je devrais aller utiliser du papier hygiénique. Et donc, ce n'était pas vraiment facile. Les serviettes lavables constituent une alternative abordable pour les jeunes filles de familles à faible revenu. Nous n'avons pas l'argent pour acheter des serviettes, ce n'est pas facile, le besoin est énorme et il n'est pas facile d'entrer dans certaines communautés. C'est vraiment très risqué et difficile. Une bénéficiaire du projet témoigne. Quand je me suis procuré le pad, cela m'a aidé d'une certaine façon. Du matin au soir, je ne me changeais pas et je ne ressentais pas de fuite. Je pouvais jouer, je pouvais sortir. L'UNICEF estime que l'absentéisme à l'école d'une fille africaine sur 10 est à l'origine des retards scolaires et même de l'abandon des études.
Un Rwandais de 25 ans a remporté ce dimanche la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Il succède ainsi à l'Allemand Nicodemus Höhler, vainqueur de l'année dernière. Le jeune coureur rwandais Bonaventure Owizeyimana, 24 ans, termine maillot jaune à l'issue de la fin du Tour cycliste international du Cameroun qui s'est achevé le dimanche 3 juin 2018 à Yaoundé en remportant la 5e étape entre Bafang et Banga sur une distance de 121,5 km qui lui confère ce maillot jaune. Le cycliste rwandais n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Une victoire bien méritée selon l'entraîneur. Oui, on le mérite parce que l'étape qu'on a gagnée, c'est l'étape le plus dure, c'est même l'étape qu'on a eu le maillot jaune. Ça montre qu'on était fort, on était en mesure de gagner ce tour. Après le tour du Cameroun, c'est le tour du Rwanda d'ici mois d'août. Un tour qui est très difficile. C'est là on va préparer. Même le tour du Cameroun, c'était parmi les préparations du tour du Rwanda. Devant le maillot jaune, l'international camerounais Ghislain Sikandi a essayé de sauver l'honneur des coureurs locaux en remportant la 8e et dernière étape de ce 15e tour sur un chrono de 3 heures, 10 minutes, 30 secondes. Malgré cet exploit, les coureurs restent déçus d'avoir perdu le maillot jaune tant convoité depuis ces 3 dernières années. Nous avions gagné il y a 3 ans, nous voulions à tout prix remporter ce tour. Mais hélas, nous avions eu affaire aux coureurs plus en jambes que nous. Plus en jambes que nous, surtout le Rwanda. Le Rwanda était plus en forme que toutes les équipes ici. Nous avons perdu le maillot jaune, mais nous avons remporté 2 étapes sur les 8 étapes. Donc nous ne rentrons pas bredouille de cette compétition. Maintenant, il faudrait qu'on multiplie et qu'on s'entraîne au niveau des clubs, que les clubs accentuent le travail de leurs coureurs. La 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun qui s'est achevée ce dimanche 3 juin 2018 à Yaoundé a connu la participation de 56 coureurs en provenance de 7 pays d'Afrique et d'Europe. Coopération inter-État, le Sénégal accepte de développer et exploiter avec la Mauritanie les réservoirs du champ Grande Torture à Ehim. Le 1er juin dernier, les députés sénégalais ont adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération inter-État portant sur ce site. Le Sénégal vient d'adopter à travers l'Assemblée nationale la loi de ratification de l'accord sur l'exploitation des ressources d'hydrocarbures signé avec la Mauritanie. Au Parlement, les débats ont été houleux entre les députés de la majorité, à leur tête le président Moustapha Niasse et ceux de l'opposition. L'accord en question porte sur plus de 560 milliards de mètres cubes de gaz découverts à la frontière entre les 2 pays. Les États sont dans l'obligation de mutualiser leurs forces pour pouvoir être économiquement efficients, d'autant plus que c'est les mêmes opérateurs. Alors, c'est cette mutualisation de leurs forces au niveau des coûts d'investissement qui guide ou qui téléguide la répartition équitable des ressources qui vont être exploitées. Les élus de la majorité ont salué une législation qui va aider les autorités du Sénégal et de la Mauritanie à gérer conjointement ces ressources. Le député d'opposition, Ousmane Sonko, a remis en cause la fiabilité des documents brandis par le Sénégal pour signer un partenariat avec la Mauritanie en février 2018. Il a également souligné la non-présentation d'études d'impact environnemental. Outre ce débat, l'exploitation du gaz augure de bonnes perspectives économiques pour les 2 pays, selon certains observateurs. Il est évident qu'économiquement, cela va être viable. Mais la viabilité du schéma économique dépend des intérêts que les États ont défendus et ont pris. Ce que le Sénégal et la Mauritanie sont en train de faire, c'est d'œuvrer en parfaite intelligence pour en tout cas trouver les voies et moyens d'inaugurer une intégration économique et d'éviter le pire, le cas échéant. L'accord de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie prévoit un partage égal des ressources, soit 50% pour chaque pays, et une gestion conjointe du champ gazier situé au large de Saint-Louis. Il est également prévu dans la délimitation du périmètre de tenir compte des préoccupations des populations, notamment sur l'exploitation des produits halieutiques. L'Éthiopie annonce vouloir mettre fin à son différend frontalier avec l'Érythrée en appliquant les accords signés en Alger en 2000. Ce pays veut mettre en place les conclusions d'une commission internationale indépendante, laquelle avait délimité le tracé de la frontière commune avec son pays voisin en 2002.
Les femmes et les filles au premier plan du développement durable, c'est le thème de la 2e édition des Journées européennes du développement qui se déroule à Bruxelles en France. Un forum qui vise à rassembler la communauté internationale du développement et discuter de la voie à suivre pour éradiquer la pauvreté. Le régime éthiopien a pris un nouveau virage, celui de réformateur. Le 2e pays le plus peuplé d'Afrique siffle la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée et s'ouvre aux grandes entreprises. Ces annonces surprises marquent le début d'une nouvelle ère imprimée par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Le gouvernement a également annoncé l'ouverture du capital de plusieurs grandes entreprises publiques au secteur privé. Une rupture totale avec la politique économique des précédents. Reste à savoir si l'Érythrée acceptera la main tendue de son voisin. Selon la coalition au pouvoir en Éthiopie, le gouvernement érythréen devrait adopter la même position sans condition préalable et accepter notre appel à restaurer la paix trop longtemps perdue entre les deux pays frères, comme c'était le cas auparavant. Entre 1998 et 2000, les deux voisins se sont livrés une guerre fratricide qui a fait au moins 80 000 morts, notamment en raison des divergences sur la démarcation de leurs frontières. Un accord de paix avait été signé fin 2000 à Alger, puis une commission d'arbitrage soutenue par l'ONU avait tranché sur le tracé de la frontière en faveur de l'Érythrée. Et bien voilà, ce journal est terminé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.